comment je vais pouvoir transformer mon modèle pour aller vers le net zéro impact. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, toutes les activités humaines génèrent des externalités négatives parce qu'on a... Aujourd'hui, on a une course contre la montre. On n'a pas le temps de réinventer la roue et que tout le monde se pose les mêmes questions. En fait, on a des leaders. Et de tout ça pour amorcer les changements dans toutes vos structures. C'est ensemble qu'on va y arriver et c'est pas en s'opposant. Donc, sans plus attendre... Et moi, j'ai l'intime conviction que si on arrive à transformer les modèles d'affaires de nos entreprises vers des modèles d'affaires régénératifs ou contributifs, on pourra exporter finalement ce savoir-faire de la sobriété partout dans le monde. Créer des modèles durables, créer de la désirabilité, pardon. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. Enfin, on a réussi à nous vendre des Crocs. Enfin, j'ai envie de dire... on devrait pouvoir nous rendre sexy un modèle durable qui fait qu'on va continuer de survivre. En fait, c'est un peu... Si vous en avez dans votre écosystème à vous, là. Et puis, soyez sincères. Franchement, soyez sincères. On ne peut pas attaquer les gens qui sont sincères. C'est pas possible. La passion triomphe de tout. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Oui, installez-vous, pas de souci. Donc, aujourd'hui, c'est la COP3 étudiante, première journée de lancement, première table ronde organisée. Pour vous raconter un peu le projet, nous, l'ambition, c'est de vraiment connecter les étudiants aux acteurs du territoire, donc que ce soit les acteurs économiques, les acteurs académiques, les acteurs culturels. Et c'est pour ça qu'on organise ce grand événement ce week-end autour de 3 grands axes. Un forum pour permettre de faire en sorte que les jeunes rencontrent plein d'entreprises. Un festival art et écologie pour rendre désirable la transition, parce que c'est un vrai enjeu maintenant. Il faut vraiment réenchanter cette question, changer le discours pour permettre aux gens de passer à l'action. Et également toute une programmation sur le thème de la ville durable, parce que c'est un sujet qui permet de parler de tous les sujets en fait. Donc n'hésitez pas à être présent tout le week-end pour participer à toutes nos tables rondes. Mais bon, sans plus attendre, aujourd'hui, on va commencer avec ce premier thème sur le développement durable et l'écologie au cœur des stratégies d'entreprise. Parce que pour ceux qui ont regardé un peu l'actualité, nous avons eu plein de mouvements d'étudiants déserteurs qui, lors de discours tonitruants, ont appelé à bifurquer. Mais d'un autre côté, les entreprises aussi, elles ont pas mal de contraintes pour changer, elles ne savent pas forcément comment faire. Et donc nous, notre positionnement chez la COP3 étudiante, c'est de ne pas opposer les gens, mais plutôt de les réconcilier. Et nous vous proposons ce moment pour expliquer en interne quels sont les grands sujets, les grands défis pour les entreprises dans la transition, et comment vous, en tant qu'étudiants et professionnels, vous pouvez vous inspirer de tout ça pour amorcer les changements dans toutes vos structures. C'est ensemble qu'on va y arriver et ce n'est pas en s'opposant. Donc, sans plus attendre, je vais laisser nos intervenants se présenter. Je leur propose un petit défi. Ils ne sont pas du tout prêts, donc on va voir s'ils sont forts. Je m'inspire de ma thèse en 180 secondes. Ils vont devoir se présenter en 3 minutes top chrono en racontant qui ils sont, quelles sont leurs activités et quel lien ils font avec le thème de l'entreprise contributive. Donc si c'est un mot un peu flou pour vous, vous allez voir qu'il va se préciser très rapidement. Et ensuite, on va partir sur plusieurs questions où on va avoir les éclairages de nos chers intervenants. Donc je vous demande d'applaudir pour eux et puis merci à eux d'être là. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là déjà. J'aurais aimé, quand j'étais étudiante, participer à un tel événement, donc je suis ravie que ça s'organise aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Elsa Chaille. J'ai fait, en sortant d'école, 6 ans de conseil en stratégie. Je me suis orientée sur les stratégies climatiques, plus précisément de résilience climat des grandes entreprises. Et finalement, j'ai voulu avoir un impact un peu plus systémique au niveau de la transparence climatique. Et j'ai lancé Open Climat avec Vincent, mon associé, qui est en fait une plateforme qui est dédiée à l'action climatique des entreprises et qui a pour but de centraliser l'information climatique des entreprises et la rendre lisible à tous.
la raison derrière ça, c'est que la transparence est un vrai moteur d'action. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de réinventer la roue. Donc l'idée, c'est qu'il faut y aller rapidement ensemble. Voilà pour ma description assez rapide. Peut-être sur ta question de l'entreprise contributive, je vais laisser Fabrice plus longuement s'exprimer à ce propos, mais moi, ma vision, c'est tout simplement une entreprise qui va repenser son modèle d'activité en tenant en compte, en prenant en compte son écosystème, donc que ce soit l'environnemental, le social, le sociétal, et qui va mettre tout ça sur et l'économique sur un même pied d'égalité dans sa prise de décision. Et au-delà de, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour moi, c'est une condition pour garantir sa pérennité. En fait, il n'y a pas d'entreprise qui va survivre dans un monde où la planète n'est pas viable, en fait. Donc, c'est absolument essentiel, mais on y reviendra. Voilà, merci beaucoup Elsa. Parce que ce qu'on n'a pas dit, parce que je vais le laisser se présenter, mais Fabrice est auteur d'un livre qui parle de l'entreprise contributive. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire commencer pour pas que ce soit trop facile. Donc à lui. Je suis déjà d'accord avec Elsa, donc c'est bien parti déjà. Donc écoutez, ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues, un petit groupe familial que vous connaissez sans doute, qui est présent dans une centaine de pays, 6 métiers différents, 200 000 personnes, 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et je suis depuis très très longtemps, depuis près de 34 ans et depuis 16 ans dans les fonctions RSE en centrale, donc à la direction générale de l'entreprise. Et donc mon rôle, c'est d'animer donc l'ensemble des business units du groupe pour les inviter à se réinventer, pour adopter des modèles d'affaires plus soutenables. Et ce n'est pas une mince affaire, vu qu'on quand même, comme toutes les grandes entreprises, on part de très très loin. Mais on fait 2-3 trucs pas mal en ce moment. Alors tout l'enjeu, ça a été dit par Elsa, l'enjeu c'est d'accélérer et d'arriver à mettre tout ça à l'échelle, compte tenu du temps qui nous reste. Et donc pour accélérer, il faut aussi savoir copier déjà ce que les autres font bien. Donc depuis 16 ans, il y a une association qui a été créée qui s'appelle le Collège des directeurs développement durable, que je préside maintenant. Et c'est 270 entreprises, essentiellement des grandes, qui se regroupent régulièrement pour discuter de leur stratégie, de leur démarche, pour qu'on puisse apprendre les uns des autres et essayer d'accélérer nos trajectoires de décarbonation, entre autres, mais pas seulement. Et puis je suis aussi administrateur d'un think tank que vous connaissez si vous êtes là, forcément, que c'est The Shift Project, depuis 13 ans administrateur, fondateur du Shift au sens où on était le premier financeur, c'est Jean-Marc qui, bien sûr, Jancovici qui le préside, mais Bouygues a été le premier financeur de ce think tank, et donc très impliqué aussi dans le fonctionnement du Shift, où on produit tout un tas d'études et d'analyses, de rapports et de livrables pour aider les décideurs à accélérer leur transformation, parce que j'aime pas trop le mot transition. Et donc co-auteur depuis 2 ans d'un livre que j'ai coécrit avec Céline Puffardi-Juilly, qui est directrice générale d'une agence de RP qui ne travaille qu'avec des entreprises véritablement responsables. Donc le titre du livre, bien sûr, c'est l'entreprise contributive, qui va être disponible en anglais dans 1 mois, et dont la baseline est concilier le monde des affaires avec les limites planétaires. Donc c'est quand même très proche de ce que disait Elsa tout à l'heure. Parce que oui, il n'y aura pas de business viable sans planète sauvegardée. Et donc on a écrit ce livre. Pourquoi? Parce qu'avec Céline, on s'est dit, il y a des livres qui nous expliquent que ça va mal, il y en a plein en fait. Et en fait, ça ne change rien. Mais par contre, des livres qui présentent des solutions pour que ça aille mieux, il n'y en avait pas beaucoup en réalité. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, comme on peut considérer que la prise de conscience maintenant est à peu près partagée, au moins par quand même une grande partie des gens éduqués, on a vraiment besoin maintenant de solutions. Comment on peut faire du business autrement dans le bâtiment, dans le textile, dans l'IT, partout. Et comment on peut en réenchanter nos existences en étant conscient des limites qui s'imposent à nous. Donc les limites, c'est bien sûr les limites planétaires. Et pour ça, donc, c'est comment on réenchante surtout la sobriété. Vous allez voir. Donc, on ne va pas s'en sortir forcément par le progrès tel qu'on l'entendait avant, c'est-à-dire une approche très scientifique, technique, etc. On en aura besoin, mais on aura surtout besoin de mettre de l'immatériel, plus d'immatériel dans nos vies. Merci Fabrice pour ces 180 secondes. Je vais me permettre de présenter donc la dernière intervenante qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec le petit contexte actuel. Bon, je vous passe les détails, vous êtes tous au courant.
Donc Inès Leonarducci, qui elle est présidente d'une ONG, Digital for the Planet, et qui est aussi autrice de Réparer le futur. Et elle fait beaucoup de choses sur la transition numérique avec les entreprises, avec les collectivités, avec les particuliers. Et donc je vous invite à découvrir son travail et découvrir ses conférences sur Internet. Elle accompagne donc beaucoup d'organismes à faire leur transformation, pour ne plus utiliser le mot de transition, le message est passé. Et notamment le fameux triangle de l'action avec les entreprises, avec les politiques et les citoyens. Donc c'est regrettable pour nous de ne pas pouvoir la compter parmi nous, mais ce n'est que partie remise. Donc une fois qu'on a fait ce premier cadre, justement, j'aimerais poser une première question qui intéresse beaucoup de gens, notamment les entreprises. Vous avez évoqué tous les deux les limites planétaires. Donc maintenant, c'est quelque chose d'assez acté, qui est démontré, qui se base scientifiquement sur des choses assez solides. Et on voit que ça bouge aussi un peu, même au niveau de la loi. Il y a eu récemment la taxonomie européenne qui est passée et qui oblige les entreprises à vraiment prendre en compte beaucoup plus ces enjeux-là, notamment en termes de neutralité carbone. Et nous, on aimerait savoir, en fait, à votre avis, qu'est-ce qui fait le plus bouger les entreprises? Qu'est-ce qui les motive à passer à l'action? Est-ce que c'est des contraintes légales? Est-ce que c'est un souci de compétitivité? Est-ce que c'est une peur de ne plus attirer les jeunes talents que nous avons autour de nous aujourd'hui? Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus en fonction de vos expériences personnelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qui font bouger les entreprises. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus tangible. On voit les conséquences sur la vie humaine, sur nos paysages, la biodiversité, etc. Et pour réappuyer le message, en fait, une entreprise qui aujourd'hui se transforme pas, c'est une entreprise qui n'existera plus, en fait. Et il y a plusieurs points de pression, plus ou moins urgents, qui feront que cette entreprise va se faire sortir à plus ou moins long terme, disons. À très court terme, disons, les premiers points de pression qui ont fait bouger les entreprises, c'était les investisseurs qui ont anticipé ces problématiques de résilience climatique par rapport à leurs enjeux, leurs investissements. Le deuxième point de pression, c'est les partenaires business, c'est-à-dire que, on fait partie en fait d'une chaîne de valeur. On embarque avec nous nos fournisseurs, nos clients, etc. Donc à partir du moment où on n'est plus en ligne, on se transforme pas pour respecter des enjeux, par exemple fixés par, admettons, le groupe Bouygues, on ne sera plus partenaire du groupe. La troisième partie prenante qu'on voit émerger, et c'est vous en partie, les talents. On voit que c'est un sujet qui est absolument clé aujourd'hui. Une entreprise qui n'arrive plus à embaucher, va pas réussir à se pérenniser. Et enfin, les consommateurs. Donc là, quand on touche directement au chiffre d'affaires d'une entreprise, peu importe les raisons pour lesquelles on le fait, si c'est vraiment pour sauvegarder la planète ou de façon très cynique, sauvegarder son chiffre d'affaires, on se transforme. Donc voilà, il y a tous ces points de pression qui font que l'entreprise, en fait, aujourd'hui, n'a plus le choix que de se transformer. C'est pas juste une question de j'anticipe des risques physiques et j'ai des coûts supplémentaires. C'est vraiment, ça touche à la pérennité de mon activité, de mon chiffre d'affaires. Moi, je pense que c'est ça les différents points de pression. Je sais pas si. Super, on va voir avec Fabrice ce que tu penses en accompagnant une petite entreprise familiale comme Bouygues, les différents cas de figure que tu as pu rencontrer dans ton expérience. On est quand même très très en ligne avec Elsa, donc il n'y aura pas de débat contradictoire. On n'est pas sur CNews là. Non, mais moi je crois aussi beaucoup à cette notion de limite physique pour transformer l'entreprise. Nous, on a des chantiers qui aujourd'hui, dans certains pays, s'arrêtent faute de sable, par exemple. Donc les effets de la canicule, on l'a vu ces dernières années, ça perturbe aussi pas mal la façon de travailler. Regardez ce qui se passe sur l'eau actuellement. Bon, on voit bien qu'il y a des entreprises qui vont ralentir parce que il y a juste plus d'eau, quoi. Donc les points de pression, comme on dit, ça commence à être les limites physiques.
ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les matières premières, par exemple, le coût des matières premières, l'accès aux matières premières, ne serait-ce que ça, hein, au-delà des phénomènes d'inflation, de spéculation, il y a moins de matières premières par rapport à la demande, enfin il y a moins d'offres, et donc du coup ça crée des tensions très fortes, et les entreprises sont obligées de changer leur modèle, parce que quand elles sont trop dépendantes d'une matière première qui se devient rare, ils sont obligés de s'adapter. Et parmi les autres pressions qui obligent les entreprises à pousser, alors les investisseurs, oui, c'est vrai, les investisseurs demandent aujourd'hui aux entreprises de s'aligner sur des trajectoires net zéro, de prendre en compte la biodiversité, mais ils ne conditionnent pas beaucoup leurs menaces en réalité. Hein. Oui, il faut être vert, mais avec la même rentabilité qu'il y avait avant. Donc, comme l'environnement reste, hélas, pour la majorité des entreprises, une variable d'ajustement du business, si l'entreprise dit, écoutez, si vous voulez que je maintienne le même dividende, il faut me laisser encore polluer un petit peu, alors vas-y, pollue encore un petit peu, quoi. Donc, c'est pas encore très discriminant comme menace. Hein, il n'y a pas de veto. Mais la license to operate la plus importante, celle qu'il faut pouvoir conserver, c'est ce qu'a dit Elsa, c'est de plus en plus, il y a des enjeux réputationnels. Et c'est vrai que la valeur d'une entreprise, c'est pas simplement sa capacité à générer du cash flow dans le futur, parce qu'on sait qu'on va en générer moins. C'est aussi sa réputation, donc la façon dont elle va pouvoir interagir avec ses parties prenantes au sens de donner confiance à ses parties prenantes et confiance à ses employés, ses collaborateurs et à ses clients sur sa capacité à trouver des solutions pour avoir moins d'impact. Parce que vraiment, le vrai sujet, le sujet qui va nous accompagner dans les années qui viennent, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer de créer la valeur économique sans détruire de la valeur écologique ? Et ça c'est pas une mince affaire, parce que ça pose tout de suite le problème de dire mais comment je vais pouvoir transformer mon modèle pour aller vers le net zéro impact ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, toutes les activités humaines génèrent des externalités négatives parce qu'on a un système de production qui ne prend pas en compte la restauration du vivant, des écosystèmes, etc. Parce que dans le système comptable, eh bien, vous pouvez polluer gratuitement. Il y a un petit peu de droit environnemental, mais il est très très complaisant en réalité. Hein, il n'est pas du tout assez coercitif pour interdire les entreprises de produire de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. C'est pas fait comme ça le droit environnemental. Mais à force d'être complaisant avec cet aspect-là, on en arrive à un point où on a détraqué le climat, on a pollué toutes nos rivières, on a détraqué tout le fonctionnement de nos sols, etc. Et on va s'apercevoir que rapidement, l'argent n'est pas comestible. Donc on a un point de rupture. Et non seulement il va falloir qu'on change très rapidement, parce que ce n'est pas à nous de décider la vitesse à laquelle on doit changer, c'est la science qui nous dit qu'il nous reste un budget carbone extrêmement petit aujourd'hui, de l'ordre de 330 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100. Et au rythme actuel des émissions, vous le savez, on aura mangé ce budget avant 2030. Donc le coup de frein en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est juste énorme si on veut respecter ça. Alors nous, la France, bien sûr, on a un grand rôle à jouer parce que d'abord, on a une dette morale vis-à-vis de tous les États du monde, compte tenu qu'on est le 8e plus grand pollueur en émissions cumulées de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité, même si on ne représente que de 1% des émissions d'aujourd'hui. Et moi, j'ai l'intime conviction que si on arrive à transformer les modèles d'affaires de nos entreprises vers des modèles d'affaires régénératifs ou contributifs, on pourra exporter finalement ce savoir-faire de la sobriété partout dans le monde, qui de toute manière va s'imposer à nous du fait de la déplétion des flux physiques. Parce que, qu'on le veuille ou non, les ressources sont en dimension finie, enfin les ressources minérales et les ressources énergétiques. Et on est au pic de tout, hein, on est au pic de l'érosion de la biodiversité, au pic des émissions de gaz à effet de serre, au pic de l'extraction des ressources. Et vous savez comme moi, en physique, quand on arrive au pic de quelque chose, après il y a la descente. La descente a commencé et ça va être un peu plus compliqué de manager les entreprises dans le futur dans une prospérité qu'il va falloir mettre en place sans croissance. Donc une prospérité sans croissance de flux physique carboné, donc une prospérité sans croissance tout court. Sujet sensible. Merci beaucoup à vous deux. Donc c'est bien parce que le deuxième temps que je peux profiter à introduire ici après cette table ronde, ce sera justement des entreprises qui montrent que c'est possible d'adopter ces modèles régénératifs. Donc n'hésitez pas à rester parce que il y aura, on a parlé de rupture, il y aura justement un collectif rupture qui interviendra. Il y aura plein de gens qui vous montrent en fait que c'est faisable de prendre en compte l'impact écologique dans les modèles économiques. Donc n'hésitez pas à rester là. Sinon, donc il y a des entreprises qui ont compris qu'elles devaient bouger
pour se maintenir et elles essayent de communiquer. Il y a un gros sujet sur la communication et notamment le greenwashing et tous les autres washing. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus tous les deux parce que je suis tombé il y a une semaine sur une annonce qui disait que le bilan carbone d'un aéroport sera positif grâce à l'implantation d'une ferme photovoltaïque en prenant en compte la gestion et la préservation de la flore. Bon, sachant qu'il y a une loi qui est en application depuis le 1er janvier qui interdit d'annoncer une neutralité carbone sans preuve. Là, c'était annoncé très très bon. Je tairai le nom, mais voilà. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il y a des gros sujets de communication pour les entreprises. Il y en a qui veulent bien faire et qui ne savent pas comment communiquer. Il y en a qui sont complètement paniqués parce que leur business model repose sur une consommation de carbone excessive. Donc ils ont beau faire les efforts qu'ils veulent, ben, c'est compliqué. Et il y en a qui essayent de prendre toutes les précautions possibles, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour communiquer sur ces sujets nouveaux pour elles. Donc à votre échelle, qu'est-ce que vous pensez de ce thème sur la communication, sur la transparence, comme on évoquait tout à l'heure, pour les entreprises? On peut commencer par Elsa. Ce thème de la communication, il est vraiment essentiel. Aujourd'hui, il y a soit de la désinformation, enfin des fake news, voilà, on le voit, soit pas d'information. Et en fait, l'information, elle est absolument essentielle pour pouvoir identifier qui sont les bons acteurs, qui sont les moins bons acteurs, et en fait driver les décisions aussi en prenant en compte ce facteur-là dans les décisions. Et essentiel aussi, à l'inverse, pour identifier des leaders qui, eux, ont mis en place des bonnes pratiques, mais que d'autres entreprises ignorent. Et en fait, on l'a dit, mais je le répète, aujourd'hui, on a une course contre la montre. On n'a pas le temps de réinventer la roue et que tout le monde se pose les mêmes questions. En fait, on a des leaders, il y a des entreprises plus matures. Il faut qu'il y ait une collaboration. En fait, on n'a pas... une entreprise, elle fait partie d'un collectif. On n'a pas il faut qu'elle pense au manque à gagner que ça représente de se taire aussi. C'est important de plus réfléchir sur des logiques de compétitivité dans ce domaine-là, en fait. Une fois que c'est dit ça, pourquoi c'est important? La question, c'est comment on fait aujourd'hui. Grâce à Open Climat. Effectivement, Open Climat ou pas, en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, aujourd'hui, le greenwashing, c'est beaucoup dû à un manque de cadre, un manque de structure, une communication partielle. Se dire, je vais communiquer sur un aspect, je ne vais pas mentir en disant ce que je fais, mais potentiellement, c'est totalement insignifiant à l'échelle globale de mon empreinte. C'est-à-dire, en fait, il faut cadrer cette discussion, il faut communiquer de façon complète, à la fois sur ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien, enfin ce qui nous reste à faire. Il faut communiquer avec beaucoup d'humilité dans ce domaine-là parce que de toute façon, la marche est haute pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'est aussi comment repenser la communication en cassant des codes corporate qu'on a connus dans nos rapports en se disant on est les meilleurs, on fait ça, ça, ça. En fait, sur ça, soyons humbles, la marche est haute. Il y a des choses qui nous restent à faire. Et ça, c'est accepté, en fait, aujourd'hui. Enfin, je regarde aussi les étudiants qui en ont marre de ces discours-là partiels. Voilà, il faut éduquer sur le fait de communiquer de façon complète, en éduquant sur les ordres de grandeur, de se dire, voilà, moi, je suis dans l'alimentaire, je vais pas forcément parler, faire 3 pages sur les touillettes de café, mais en revanche, mes matières premières qui représentent 70% de mes émissions, là, il faut que j'en parle. Voilà, donc c'est se dire avoir une communication qui soit complète, structurée, qui fasse preuve d'humilité en communiquant sur ce qu'on fait de bien et de moins bien. Je pense que ça, c'est un peu les clés pour éviter le greenwashing et une mauvaise communication. Et très concrètement, pour les gens qui voudraient faire ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça prend forme sur Open Climat? Même si je sais que tu es très humble et que tu ne veux pas trop faire la pub de ton produit, mais moi je le trouve génial. Donc n'hésite pas à nous dire très concrètement par quoi ça passe sur ta plateforme. Ouais, l'idée, c'est que la plateforme, en fait, on a structuré un cadre qui est pertinent par secteur pour permettre aux entreprises de communiquer donc, sur leur démarche. Leur démarche, ça veut dire leur organisation, comment ils sensibilisent les équipes, que veut dire la sobriété pour eux, comment ils collaborent à l'échelle sectorielle. Et après, d'une façon
réalité terrain, de montrer en termes d'ordre de grandeur où se répartissent mes émissions et qu'est-ce que je fais concrètement de bien et de moins bien sur chacun des gros postes d'émissions. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a fixé un cadre. Et donc, c'est comparable. On peut comparer une entreprise à une autre. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez 2 rapports de 2 entreprises. Enfin, bonne chance pour les comparer. C'est vraiment très, très, très dur. Donc voilà, l'idée, nous, c'est qu'on a fixé un cadre qui soit lisible, qui soit comparable et qui soit pertinent par secteur. Donc, s'il y a un bloc où on ne fait rien, ben, on ne remplit rien, en fait. Ou on dit qu'on est en train de travailler sur ce plan d'action, mais on fait comprendre que c'est quelque chose d'accepté. De pas être bon partout, et en fait ça permet aussi de pouvoir aller regarder ce que font d'autres dans mon secteur et de s'inspirer des bonnes pratiques, un peu comme le livre que tu as écrit, et de se dire bah, aujourd'hui il faut qu'on s'inspire des leaders, il faut que ça insuffler cette dynamique auprès de tous les acteurs, que ce soit mes compétiteurs ou pas en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée de la plateforme. Ben, super, on va beaucoup aborder lors du deuxième temps la notion compétition, coopération. Mais en attendant, on va voir, Fabrice, ce que tu peux nous dire sur le greenwashing, notamment dans un secteur qui est réputé pour être très polluant. Comment ça se passe la communication, si tu prends un peu de ta casquette Bouygues, la communication sur les actions de Bouygues sur le BTP, parce que c'est un secteur qu'on associe très rapidement à de la pollution. Comment vous faites pour gérer ça au sein du groupe ? Alors Bouygues, c'est bien au-delà du BTP, hein, mais je comprends bien ta question. Alors, déjà, on est heureux de ne pas avoir été pris dans les Pinocchio du développement durable, parce que c'est qu'il y a des associations qui scrutent les systèmes de com des boîtes et de pub, enfin de marketing. Alors pour l'instant, on n'a pas été encore nommé, mais bon, ça pourra arriver. Donc on a formé déjà nos communicants exactement ce qu'a dit Elsa. Vraiment, on ne se connaissait pas, mais on est vachement alignés. Hein. Et on a dit à nos communicants et à ceux qui sont les représentants d'entreprises qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou autres. Bon, et vous savez qu'il y a un guide que l'ADEME a établi sur la communication responsable, qui vient d'être édité d'ailleurs récemment, qui est très bien fait, pour éviter les pièges dont Elsa a parlé tout à l'heure. Hein. Donc maintenant, les communicants sont formés, ça évite de tomber dans ces pièges grossiers, hein, d'oublier les ordres de grandeur, de faire croire des choses qui ne sont pas vraies, ou de regarder le petit bout de la lorgnette. Bon, et ça c'est très dommageable, parce qu'il y a quelques années, bien sûr, ça fonctionnait parce que les gens n'y connaissaient rien. Maintenant, les gens sont un peu plus éduqués sur ces sujets. Et puis, dès lors que vous êtes pris la main dans la confiture de mensonges éhontés, vous avez un effet sur l'image qui est complètement délétère. Donc, les entreprises font de plus en plus attention. Et puis, la loi, maintenant, effectivement, encadre tout un tas de choses donc, elles peuvent pas dire tout à fait n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, nous, ce qu'on fait chez nous, on respecte tout simplement les recommandations qui sont données par l'ADEME. Je pense que ça, déjà, ça permet d'éviter de tomber dans les pièges. Mais au-delà de la com, aujourd'hui, c'est dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. J'ai bien aimé ce qu'a dit Elsa tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pas tant de communiquer sur un produit ou sur une solution, c'est de communiquer sur une trajectoire. Quitte à communiquer, dire voilà, bon, de toute façon, on sait qu'on n'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ultra vertueuses, contributives ou régénératives aujourd'hui, hein, à cause du système comptable mondial qui ne prend pas en compte la déplétion des écosystèmes et la réparation et leur réparation. Donc aujourd'hui, tant que notre système comptable sera borgne, on aura du mal à prendre en compte la préservation du capital naturel dans nos entreprises. Et c'est bien ce dont il s'agit effectivement. Donc ça, c'est la mère des batailles, d'arriver à changer le système comptable. Donc en attendant, on peut déjà améliorer les choses, même si on sait que ça ne sera jamais parfait pour l'instant. Et améliorer, ça veut dire, on est tous dans des trajectoires, enfin toutes les entreprises à peu près responsables ont mis en place des trajectoires de décarbonation et de restauration de la biodiversité. Alors vous venez de dire, vous ne parlez pas assez du social. Le social, ça accompagne tout ça, mais de toute façon, si on ne gagne pas la bataille du climat, on ne gagnera aucune des autres batailles. Donc on met le poids du corps là-dessus d'abord. Et à partir de là, ce qui est important en termes de com', c'est de montrer les limites de notre champ d'action individuel. Et c'est pour ça que ça enchaîne sur ta question d'après, c'est comment on arrive à chasser en meute, comment on arrive à entraîner
alors c'est un peu un mot valise, mais l'écosystème de l'entreprise, parce que l'entreprise seule ne peut rien faire si les clients ne sont pas d'accord, si les collaborateurs ne sont pas formés, si la supply chain n'est pas impliquée, si la régulation ne pousse pas, parce que là aussi on peut faire du lobbying responsable. Hein. Pendant des années, les entreprises ont fait du lobbying plutôt irresponsable pour alléger les contraintes environnementales, alors que là aujourd'hui on aurait plutôt besoin d'un législateur, d'un régulateur qui met plus de contraintes environnementales, parce qu'une contrainte environnementale, ça va pousser les entreprises à se réinventer. Donc, voilà, s'il y avait demain un prix au carbone significatif, bah, ça irait sans doute mieux dans certains secteurs. S'il y avait des interdictions, de dire, bah oui, est-ce que c'est encore en 2023 normal d'autoriser à rouler des voitures de plus de 2 tonnes? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est normal qu'on roule aussi vite sur les routes? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et puis des exemples comme ça, il y en a des 10 milliers. Est-ce qu'on doit encore, bon, je préfère ne rien dire, mais il y a plein de choses qu'il faudrait vraiment réguler plus. Et à partir de là, une fois qu'on a compris que les règles sont en train de changer, eh bien, de toute façon, il y a jamais, les entreprises n'innovent jamais sans contrainte. Donc, on a besoin de différents types de contraintes. La régulation, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis après, il y a la contrainte morale qu'on va se donner, qui dit, bah, oui, une entreprise qui ne serait pas net zéro dans 26 ans, bah, là, clairement, comme l'a dit Elsa, de toute façon, si on n'est pas net zéro dans 26 ans, bah, c'est la fin du monde. Donc là aussi, il y a quand même une responsabilité morale qu'on doit tous avoir en tant qu'entrepreneur pour dire, bon, oui, ce qui est important, c'est de durer. Et pour durer, il faut gagner un peu d'argent, c'est vrai, mais il va falloir qu'on remette le sens des priorités sur la durabilité et un petit peu moins sur la profitabilité. Merci pour tout ça. Ouais, ça reprend un peu ce que tu dis souvent sur tes interventions, c'est que l'argent, c'est vraiment la respiration de l'entreprise. Mais nous, quand on se lève le matin, on ne se dit pas ah, je dois respirer. Enfin, on essaie d'atteindre des objectifs. Donc ouais, c'est ça. Et pour donner un petit exemple aussi à ceux qui nous écoutent sur ce dont on parle, sur la prise en compte de l'impact écologique, il y a certains modèles de comptabilité qui essaient de développer des choses comme la comptabilité en triple capital, où on va se dire, OK, on paye une certaine, là à l'heure actuelle, on paye une certaine taxe d'émissions carbone pour dire, ben voilà, on sait que ça a des dommages sur l'environnement, mais ces émissions, elles existent quand même. On paye pour polluer. Mais par contre, on n'impose pas de réparer la santé des gens qui vont être affectés, on n'impose pas de réparer les arbres qu'on va endommager et couper. Et c'est ça, en fait, sur notre passif, on n'inscrit pas grand-chose. Et pour en apprendre plus, venez au temps de juste après. Voilà, je fais un peu de teasing en permanence. Super pour tout ça. Il y a une question, tu as évoqué, Fabrice, la participation de toutes les parties prenantes, des fournisseurs. Donc ça me permet d'enchaîner sur une question sur la pédagogie. La pédagogie des solutions, parce qu'il y a des entreprises qui essayent de concevoir des choses, des solutions, mais qui ne sont pas forcément suivies, que ce soit par leurs clients en B2B ou leurs clients, leurs consommateurs en bout de chaîne. Et donc, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu pour vous le rôle de la pédagogie, quels sont les outils, pourquoi c'est important d'emmener déjà toutes ces parties prenantes en termes de fournisseurs, mais aussi aux clients. Pour donner un exemple de ce à quoi je pense, l'image que j'aime bien prendre quand j'aborde cette thématique-là, c'est un téléphone. On demande à un fabricant de téléphone de faire le téléphone le plus résistant. Donc voilà, il le fait. Mais après, le consommateur final, il va faire de la plongée sous-marine à 100 mètres avec. Il ressort et dit « Ah, mon téléphone est cassé, vous avez mal fait votre boulot ». Bah non, c'est juste que tu l'as utilisé dans des conditions qui n'étaient pas celles pour lesquelles moi je l'ai conçu. Donc vous, les entreprises, vous pouvez éco-concevoir des solutions, mais si à la fin, les gens ne les utilisent pas bien comme il faut, ben, l'effet, il est un peu annulé. Est-ce que, par exemple, pour commencer par Fabrice, même s'il n'y a pas que du BTP, sur les bâtiments, je sais qu'il y a plein de choses qui se font. Est-ce que vos clients, déjà, quand ils vous suivent sur des appels d'offres de projets, est-ce qu'ils prennent en compte ça, les solutions que vous avez développées pour vous favoriser par rapport à d'autres? Et aussi, une fois que vous avez vendu votre produit, est-ce que les gens ils sont au courant de combien bien les utiliser de manière énergétiquement efficiente sur l'aération, le chauffage, toutes ces choses-là, les différents usages? Voilà, c'est la partie la plus concrète d'une démarche RSE. Au-delà de tout ce qu'on a dit avant, c'est voilà, concrètement, ça ressemble à quoi une entreprise responsable aujourd'hui? Alors, en ce qui nous concerne, on s'est dit, voilà, on sait très bien que dans le BTP, c'est à peu près 23% des émissions de gaz à effet de serre, en coût carbone complet, pour l'ensemble du cycle de vie. Et si on veut être crédible, c'est comment on arrive au net zéro en partant d'un constat qui est juste affligeant, compte tenu des modèles constructifs qui sont utilisés. Et donc là, si on arrive à trouver ce concept building
disruptif, net zéro, mais qu'on n'arrive pas à le vendre, ça reste une belle invention qu'on met dans un salon, mais voilà. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à le rendre désirable à nos clients pour qu'ils aient envie de l'acheter et qu'on arrive à les convaincre que c'est mieux que ce qu'on leur vendait auparavant. Donc ça, c'est une grande partie de mon boulot d'ailleurs, d'aller les rencontrer. Et c'est pas simplement en leur disant, écoutez, il faut que tu nous achètes ça parce que c'est mieux pour la planète, tu sais. Hein, voilà. Ça suffit pas. Vis-à-vis de certains clients, ça peut suffire, mais pour beaucoup d'autres qui ont conscience du truc, mais qui n'ont pas encore complètement compris l'importance, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit mieux. Et là, ils nous disent, mais comment vous nous dites que c'est mieux votre bâtiment net zéro, alors qu'avant, vous nous vendiez un truc qui était moins bien alors. On leur dit, oui, mais on ne le savait pas. Donc, on ne le savait pas parce que maintenant, on a appris des choses. Donc, encore une question d'humilité d'ailleurs. Hein. Alors, exemple, nous, pour le bâtiment, on s'est aperçu qu'on vendait à nos clients des infrastructures qui étaient en fait structurellement sous-utilisées. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, les preneurs, ceux qui sont les utilisateurs, que ce soit des privés ou des publics, souvent, ils utilisaient leurs bâtiments, ils utilisaient les espaces dans les bâtiments qu'on leur construisait et qu'on leur construit aujourd'hui à 20-25% du temps. Et donc, la plupart du temps, donc, le bâtiment est vide. Les lycées, par exemple. Les lycées, les conseillers généraux, les sièges sociaux d'entreprise, et puis des milliers, des millions de mètres carrés. Puis là, maintenant, on leur dit, c'est pour ça qu'on a aussi racheté Equance, hein, on leur dit, écoutez, on va continuer de vous construire, ou plutôt maintenant vous rénover des infrastructures, parce qu'il faut maintenant plus rénover que de construire en neuf. Mais par contre, on va vous aider à remplir ces infrastructures pour qu'elles soient utilisées le plus possible. Et donc, avec une méthodologie bien connue dans certaines industries, on fait du yield management, où on fait rentrer le dehors dedans, pour qu'on ait des actifs qui soient plus utilisés, donc plus rentables. Et donc, à terme, on aura besoin de moins construire, parce qu'on aura des actifs qui seront plus utilisés. On va dire, Bouygues, vous tirez une balle dans le pied, là, parce que si vous construisez moins. Parce qu'on va moins gagner en construction dans certains pays, on gagnera en exploitation et en entretien et en rénovation des actifs existants. Donc, c'est un transfert de modèle économique. Mais on peut aller encore plus loin. On est dans notre métier sur un modèle qui est complètement linéaire aujourd'hui. Donc linéaire, c'est, oui, vous connaissez le modèle linéaire, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture. Je fabrique mon produit, mon bâtiment, quel qu'il soit. Il est utilisé pendant une chronotopie donnée, alors ça va de quelques secondes pour un gobelet en plastique à 50 ans ou 60 ans pour un bâtiment, puis ensuite c'est détruit, et tout ça, ça se transforme en déchets. Alors c'est anachronique, d'ailleurs les anthropologues du 22e siècle, quand ils vont regarder un petit peu ce modèle linéaire, ils vont dire mais c'était complètement fou, hein, parce qu'on n'a pas du tout conscience de l'économie de la rareté, hein, et pourtant dans économie, il y a économie, mais bon ça on a oublié. Hein. Et donc là on s'est dit, si on faisait des bâtiments BAM, donc des bâtiments banque de matériaux, et leur banque de matériaux, c'est quoi ? C'est des bâtiments démontables, tout simplement, où les éléments finis, comme des briques de Lego, peuvent être remontés d'une autre manière pour prolonger leur durée de vie, les éléments constitutifs des bâtiments, et ainsi doubler, tripler leur durée de vie. Et donc, tripler leur durée de vie, vous allez dire, mais c'est quel intérêt ? Vous savez que quand on fabrique un bâtiment, l'essentiel dans l'empreinte carbone, c'est la fabrication des éléments constitutifs, ce qu'on appelle l'énergie grise de fabrication des éléments. Et c'est ça qui concentre le problème des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre et de la déplétion des ressources physiques. Donc si on fait durer tout ça plus longtemps, on va moins polluer, hein, forcément. Donc les bâtiments démontables, les bâtiments banque de matériaux, on va dissocier la vente de l'ouvrage des matériaux constitutifs dans un modèle matériaux as a service. C'est un nouveau modèle constructif qui est complètement disruptif, hein, qui est très difficile à comprendre pour un client qui dit oui, mais alors dans ce cas-là, je vais acheter un truc, mais il y a des trucs dans le truc qui ne seront pas à moi. Expliquez-moi comment ça va fonctionner. Donc ça nécessite une nouvelle pédagogie commerciale. Ça nécessite des montages qui sont un peu différents, des assureurs qui vont aussi s'insérer là-dedans. Donc tout est plus complexe, c'est vrai. Enfin, c'est complexe parce qu'au début, on n'a pas l'habitude d'intégrer tout ça. Mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça deviendra très naturel en réalité. Mais on voit bien que ce n'est pas l'absence de solutions qui crée le stress aujourd'hui, hein, c'est l'absence de pédagogie. Donc on a besoin de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos parties prenantes, y compris par exemple avec nos fournisseurs, parce que comme vous le savez, l'empreinte carbone d'une boîte, n'importe quelle entreprise, l'empreinte carbone, c'est essentiellement sa supply chain. Donc c'est 70-80%. Donc si on n'embarque pas nos fournisseurs, on n'y arrivera pas. Et dans un bâtiment banque de matériaux, là nos fournisseurs, on leur dit on ne veut plus vous acheter vos pompes à chaleur, vos panneaux solaires, vos bornes de recharge, vos chemins de câbles, vos planchers, on ne veut plus vous les acheter, on veut vous les louer. Ah bon ?
Mais comment je vais vivre, moi? Ce qu'on vous achetait avant, on va transformer en OPEX ce qui correspondait pour vous à une recette brute quand on prenait possession en fait, de votre objet. Mais là, on ne veut plus votre objet. On veut vous le louer. Parce que vous, si on vous le loue, vous aurez plus intérêt à le faire durer le plus longtemps possible parce que chaque minute d'utilisation marginale dans notre bâtiment, c'est un peu plus d'argent que vous aurez. Alors, l'argent n'étant clairement pas... le but, ce n'est pas d'en gagner toujours plus, vous avez bien compris. Hein. Le but, c'est de rester vivant. Donc, d'en gagner juste assez pour rester vivant. Et cette maximisation des profits financiers, comme ça a été notre boulot pendant des années dans les entreprises, là, maintenant, il faut faire une maximisation du bien-être pour les gens. Donc, fabriquer des trucs utiles. Et donc, fabriquer des trucs utiles, ça revient à la raison d'être de l'entreprise. Parce que fabriquer bien un truc qui ne devrait plus exister, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, l'objectif, c'est de fabriquer bien des trucs qui sont utiles. Donc, la première question que doit se poser une entreprise, c'est de dire, mais est-ce que le truc que je suis en train de fabriquer, est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Est-ce qu'ils en ont vraiment... Ou est-ce qu'on va plutôt créer un besoin? Parce qu'aujourd'hui, on crée des besoins. Hein, on crée des besoins artificiels. La plupart des objets qu'on a au quotidien, en fait, on ne s'en sert pas beaucoup, voire on ne s'en sert pas du tout. On en achète beaucoup pour épater la galerie, en fait, en réalité. Mais ça ne nous rend pas vraiment heureux. Donc, c'est comment transformer cet imaginaire de la possession de biens matériels en bien-être vraiment très rationnel et très réel du bonheur immatériel. Quelle belle parole. Tu as évoqué pas mal de concepts. Donc pour faire le lien avec Elsa, pareil notamment de cycle de vie, de fournisseurs, 80% qui sont représentés par la supply chain. Donc moi, ça m'évoque les aspects de scope 1, scope 2, scope 3. Est-ce que tu peux nous définir un peu ces concepts-là et ensuite voir en termes de pédagogie, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Comment tu accompagnes les gens? Est-ce que tu as des responsables RSE qui disent mais c'est incroyable, maintenant grâce à toi on comprend tout, on explique mieux? Comment tu traites cette question de la pédagogie au quotidien? Alors, j'ai pas cette prétention de gens qui me disent grâce à toi on comprend tout et on a résolu la crise climatique. J'aurais bien aimé. Je vais le dire de façon très simple parce qu'on en fait... on en fait un sujet complexe alors que on en fait un sujet d'expert alors que c'est accessible à tous. C'est juste qu'on appelle, il y a différents périmètres dans l'empreinte carbone d'une entreprise, c'est le scope 1, 2, 3. Pour faire simple, le scope 1, c'est tes usines, tes bureaux. Le scope 2, c'est l'électricité que tu achètes. Et le scope 3, c'est toute ta chaîne de valeur. Donc tes fournisseurs, mais aussi l'utilisation de tes produits, la fin de vie, etc. Et juste en termes d'ordre de grandeur, ce que disait Fabrice, scope 3, c'est plus de 90% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc, OK, on commence par agir là où on a un pouvoir direct, bien évidemment, son énergie, etc. Et c'est un signal fort de comment les entreprises commencent à agir forcément sur ce volet-là. Mais il faut absolument embarquer toute sa chaîne de valeur. Sinon, en termes d'ordre de grandeur, on n'y est pas. Mais c'est aussi là le challenge, bien évidemment. Quand ça ne dépend pas que de nous, comment est-ce qu'on fait pour embarquer? D'où cette notion de pédagogie qui est absolument essentielle. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que c'était très clair, mais peut-être juste réinsister sur le terme de désirabilité. Et toi, ce que tu disais sur pourquoi vous avez axé ça sur les nouveaux récits. En fait, c'est absolument clé aujourd'hui de rendre désirables tous ces modèles qui sont non linéaires, ces modèles circulaires ou des modèles d'entreprise durables. On est très mauvais à penser des modèles résilients. C'est encore... on est très mauvais à faire ça. En revanche, créer des modèles durables, créer de la désirabilité, pardon. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. On a réussi à nous vendre des Crocs. J'ai envie de dire, on devrait pouvoir nous rendre sexy un modèle durable qui fait qu'on va continuer de survivre. En fait, c'est un peu, c'est la clé. Bah ouais. Même moi, j'ai des Birkenstock. C'est pas... voilà, je plaisante, mais c'est vrai en fait. C'est tout l'enjeu, c'est de repenser ces imaginaires et ce qu'on a toujours perçu comme désirable par le passé. Voilà. Moi, en sortant d'école, j'avoue, j'avais pour objectif de faire croître une entreprise, trouver des leviers de développement économique, etc. Sans repenser, sans re-questionner ça forcément, en fait. Et il y a
donc cette question d'imaginaire, elle peut sembler pour certains un peu, disons, pas concrète, mais elle est absolument essentielle. Bah, super, c'est encore pas mal de choses évoquées ici, et notamment que dans notre société, on nous apprend plus un paradigme de la propriété plutôt qu'un paradigme de l'usage. Donc on veut tout posséder, on se sent pas à l'aise si on n'a pas la chose à nous. Et aussi cette notion de désirabilité, pour nous, on l'a vraiment cernée assez tôt et on la voit comme un vrai levier. Donc je vais encore faire de la pub pour le festival Art Écologie. Notre parrain, au passage, c'est Yann Arthus Bertrand. Donc en termes d'imaginaire, je pense que c'est difficile de faire beaucoup mieux. Et maintenant, je vais vous remercier pour toutes ces questions-là. On va prendre des questions du public, s'il y en a. Ça nous tient à cœur de favoriser l'échange. Donc là, on a à peu près 20 minutes de questions. S'il y a des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro à faire passer, sinon je vais faire passer mon micro. Et puis ensuite, on fera une petite conclusion avant d'enchaîner sur le temps suivant, si ça vous va. Ok. Oui, pas de souci. Il faut marcher pour faire du sport un peu et tout ça. Tu veux que je me présente, c'est ça? Ok, bonjour, je m'appelle Julien, j'ai pas de Crocs. Et oui, c'est facile. Et du coup, non, je suis le CEO de Natwork. C'est une petite boîte, on travaille essentiellement avec ESCP Europe, on s'est développé avec eux. Et on travaille sur comment on peut s'inspirer de la nature dans les systèmes de management. Et on a créé ce qu'on appelle le permanagement, qui est inspiré de la permaculture. Bref, ça c'est juste une parenthèse, mais c'est juste pour vous faire comprendre la question que je vais vous poser. Évidemment, je vais vous parler des gens, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de valeurs. Moi, j'ai l'impression que la principale asset d'une entreprise, c'est quand même les personnes qui la font vivre. Et du coup, ma question, elle est double. Comment, vous avez un peu répondu à ça, mais comment vraiment on les associe à cette démarche de transformation? Comment on la diffuse? Comment on la mesure? Et puis ma deuxième chose, c'est que si on parle d'écosystème, les gens, c'est quand même aussi le cœur de cet écosystème. Et comment on rend cet écosystème soutenable et comment on prend d'abord soin des gens pour aussi prendre après soin de l'extérieur de l'entreprise. Pardon. Ok, super. J'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas qui veut se lancer. Donc, focaliser sur maximiser le bien-être, comme tu disais tout à l'heure, Fabrice. Comment ça se met en place concrètement dans l'entreprise? Et comment on le mesure, oui, voilà, parce qu'on ne peut pas agir sur un truc qu'on ne suit pas, qu'on ne mesure pas, donc bon courage. Alors, moi, je suis plutôt orientée sur la partie comment est-ce qu'on sensibilise les gens. Enfin, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, avant tout, une démarche responsable. C'est tout simplement des humains, des gens qui mettent en place des actions et qui travaillent ensemble. Donc, il faut absolument impliquer les gens qui sont partie prenante d'une entreprise dans cette démarche. Et au-delà de les impliquer, là, on en parle comme c'est évidemment une urgence, mais c'est aussi le challenge le plus gros qu'on ait à affronter. Et c'est un projet qui nous fédère et qui nous dépasse et qui est quand même quelque chose, on peut le dire, difficile, mais assez enthousiasmant dans le sens où on est porté par un projet commun collectivement. Bon, petite parenthèse, mais qui fait que c'est assez beau comme projet. Donc effectivement, c'est porté par des gens. Donc il y a tout un sujet de comment on sensibilise et comment on diffuse cette culture au sein d'une entreprise, au-delà du département RSE composé de 3 personnes, effectivement. Donc là, il y a il y a des leviers de sensibilisation, des leviers que vous connaissez peut-être, la fresque du climat, par exemple, des ateliers d'automne, etc. Il y a aussi des leviers d'organisation, de se dire comment est-ce qu'on repense notre organisation. Typiquement, je travaille, sur Open Climat, on a par exemple le groupe Bell qui nous explique qu'ils n'ont plus de directeur financier. Ils ont un département impact et ils pilotent sur le même plan les indicateurs de profitabilité et les indicateurs environnementaux. Donc, toutes les décisions sont prises selon ces prismes-là. Il y a plus de friction entre le CFO et le directeur RSE. Par exemple, comment on repense les KPI qu'on suit. Donc, c'est un peu l'exemple que je donnais là. Comment on incentive aussi potentiellement sur ces sujets-là. Enfin voilà, c'est des sujets effectivement qui doivent se diffuser dans l'entreprise. Il y a une dimension organisationnelle, il y a une dimension sensibilisation qui est pour moi
la base avant d'agir et potentiellement en mettant en place des mesures qui sont restrictives et qui vont demander des renoncements, il faut comprendre pourquoi on le fait. Et donc la sensibilisation, elle est absolument clé. Voilà. Bah, c'est super. Et pour rebondir sur la blague de Fabrice tout à l'heure, écologie et économie, c'est la même racine aussi. Donc c'est bien qu'il y en a certains qui comprennent et qui les opposent plus. Donc je ne sais pas, Fabrice, par rapport à ces questions de suivi, si tu as des choses à ajouter. Sinon, on passe à d'autres questions, il n'y a pas de souci. Bon, je pense qu'elle a tout dit. Satisfait? Super. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour Karim, enseignant à l'Université d'Angers. Je voudrais poser une question sur l'économie circulaire. Donc, changer son modèle de production va en fait dépendre d'un nouveau modèle de consommation. Il y a une prise de conscience. Bon, vous avez longuement parlé de la transition énergétique. Ce n'est pas tout à fait un concept nouveau, hein, il date de plus de 50 ans. J'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez l'impact de l'économie circulaire par rapport à une entreprise qui doit évidemment renouveler ses gammes de produits, phénomène de mode, on a parlé rapidement des Crocs tout à l'heure, etc. Donc comment vous voyez ça un petit peu par rapport à une entreprise, bon peut-être pas forcément de services, hein, puisque j'ai bien compris que Bouygues pivote plutôt sur les services pour son développement, mais voilà, pour peut-être des filiales comme, je sais pas, Bouygues Télécom, voilà, qui fait du service également, mais qui dépend de produits, on parle beaucoup de smartphones, d'obsolescence programmée, etc. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Merci. Bah, si on sort de la course à l'hyperconsommation qu'on connaît depuis des décennies, hein, qui requiert de la part de l'entreprise sous prétexte de pseudo-innovation, parce qu'il y a des fois il y a des vraies innovations, puis la plupart du temps c'est pas des vraies innovations, c'est plus des options marketing que l'on prend pour inciter au réachat, hein, avec la publicité, avec les influenceurs, avec les phénomènes de mode, etc. Et bon, cette économie-là, on rappelle linéaire, elle est à bout de souffle et de toute façon, c'est pas soutenable. Alors après, dans l'économie circulaire, il y a une échelle de Jacob quand même, hein. Les gens confondent souvent les différentes composantes de l'économie circulaire. Et pour beaucoup, l'économie circulaire, c'est des données de sortie des uns, souvent des déchets qui deviennent des données d'entrée des autres. Ça, c'est pas ce que nous on promeut, hein, que ce soit au Shift ou au C3D, c'est pas ça du tout. La vraie économie circulaire, en réalité, c'est l'économie circulaire du réemploi. C'est-à-dire d'arriver à fabriquer des produits de la part des entreprises ultra robustes, que l'entreprise d'ailleurs ne vendra plus à ses clients, mais comme je le disais tout à l'heure, va louer à ses clients. Hein, aujourd'hui, personne, comme je le dis souvent, on achète une vache pour boire un verre de lait. Non. On n'achète pas un avion aussi, à part certains milliardaires pour prendre l'avion. On prend, voilà, pareil pour le train. Et de plus en plus, même pour des petits objets, hein, les photocopieurs dans les entreprises aujourd'hui, ça fait longtemps que les entreprises ne les achètent plus, on achète de la copie. Puis un Michelin accepte notre camion, on vend du kilomètre, puis nous, demain, avec Bouygues, on vendra en fait des mètres carrés, mais le propriétaire ne sera pas forcément propriétaire, comme je le disais tout à l'heure, des éléments constitutifs de l'ouvrage. Donc, l'économie du réemploi, c'est d'arriver à mettre en place une analyse du cycle de vie d'un produit, une éco-conception du produit, pour que le produit dure le plus longtemps possible. Alors c'est l'opposé de ce qu'on a fait depuis des décennies, quoi, qui dure le plus longtemps possible parce que le modèle économique tiendra sur on va vendre l'usage. Et donc ça veut dire durer le plus longtemps possible, ça veut dire qu'il faut qu'il soit réparable, hein, et qu'on ait des modèles d'affaires qui soient basés sur la fonctionnalité, hein, avec la possibilité de mettre à disposition ce produit pour un client quand il en a besoin, et quand il n'en a pas besoin, de remettre le même produit à disposition d'un autre client. Et le pricing se fait par rapport à la demande. Ça existe déjà, ça. Hein. Quand vous êtes plusieurs à demander des billets de train à certaines périodes, ça coûte plus cher qu'à d'autres périodes. Bon, voilà, c'est une régulation par les prix. Bon, demain, on aura aussi peut-être de la régulation d'accès à certains produits par les prix. Mais ce n'est pas grave, hein, parce qu'on rentre dans l'économie de la rareté, je le rappelle. Donc la rareté, ça veut dire qu'il va falloir gérer ça comme ça. Donc l'économie circulaire,
c'est clairement l'économie de la fonctionnalité qu'il faut mettre en avant tout. Alors bien sûr, il y aura toujours des notions de déchets ultimes, et puis au bout d'un moment, il faudra bien qu'on arrive à recycler. Donc il faut que non seulement ça soit réparable, réemployable, mais aussi recyclable pour éradiquer à terme la notion de déchet ultime. Ça, la notion de déchet ultime, ça doit disparaître dans le siècle à venir. Dans la nature, quand une pomme pousse dans un pommier, il n'y a pas de déchet ultime. Voilà. Donc il va falloir qu'on utilise la bio-inspiration pour s'inspirer de ce que fait la nature depuis très longtemps, depuis des milliards d'années mieux que nous, d'arriver à produire de la valeur sans détruire le vivant, en fait, sans détruire et sans venir taper dans le stock de ressources qui sont le plus important des ressources finies. Et ça paraît être une utopie de gentils écologistes, mais en fait non. Demain, l'économie de demain, ce sera ça. Parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Et tout ce que disait Elsa tout à l'heure, c'est comment on va devoir rendre désirable ça. Et donc la notion d'explication, vous savez, quelqu'un qui a compris pourquoi on fait ça, pourquoi on doit faire ça, peut supporter un peu tous les comment. Et moi, j'ai fait beaucoup de bêtises au début de ma carrière en développement durable, où on a cru qu'on arriverait à convaincre les gens avec un discours anxiogène, attention, ça va mal se passer si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre, regardez l'érosion de la biodiversité, regardez les images qu'on a, puis on s'aperçoit que ce discours anxiogène basé sur la peur ne fonctionne pas. On sait pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui, parce il y a un système dans notre cerveau, là, c'est j'y pense puis j'oublie, parce qu'on ne peut pas vivre en permanence avec des images anxiogènes, parce que sinon ça devient invivable. Et donc ce levier-là, du changement par la peur, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Alors on a vu qu'il y a un autre levier qui fonctionne très très bien, mais qui n'est pas super fun, il faut le reconnaître, mais pourtant je pense qu'on va en avoir beaucoup besoin dans les années qui viennent, c'est la régulation, c'est l'interdiction, c'est la taxation. Bon, ça c'est pas super fun, parce qu'il y a toujours cet effet, avant j'avais ça, maintenant j'ai plus ça. Donc tant que les gens se souviennent d'avant et qu'ils ont maintenant moins, ils perçoivent ça comme une privation. Alors, provisoirement, ce qu'on appelle le shifting baseline, parce que 2 générations après, imaginez qu'on passe à 110 km/h sur les autoroutes dans quelques temps, là, ceux qui étaient habitués à rouler à 120, ils vont gueuler ou 130. Mais si dans 30 ans, on est à 110, personne ne se souviendra qu'on était à une époque à 130 et personne ne gueulera. Mais ce phénomène d'interdiction, il est un peu pénible pour les gens qui peuvent faire des comparaisons. Donc, on aura besoin d'une 3e voie, et je regrette personnellement de l'avoir compris trop tard, mais qu'on va mettre en place maintenant, c'est la voie de l'émotion, en fait. Donc, d'expliquer comment ces modes de vie qu'on va devoir adopter de toute manière, comment c'est tellement mieux, en fait. Et pour ça, on va avoir besoin des artistes. Et c'est pour ça que je sais bien que la COP 3 étudiante remette aussi ces sciences-là, l'art dans l'économie. Ça paraît comme complètement dingue, mais des artistes, des anthropologues, des sociologues, pour expliquer finalement que ce qui rend heureux, c'est tout ce qui n'est pas commercial, comme disait Alain Souchon dans sa chanson Foule sentimentale. Et j'aime bien la métaphore qu'utilise Timothée Paric. Il utilise souvent ça dans ses discours. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. On demande à des gens qui sont malades d'une maladie incurable sur leur lit de mort dans des centres palliatifs. Ils ont très très peu de temps à vivre, on le sait. On leur dit mais qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans ta vie que tu n'as pas eu le temps de faire? Et les gens qui sont à ce stade-là de leur vie, c'est rare qu'ils disent j'aurais bien aimé optimiser plus le BFR, faire plus de PowerPoint, de vendre un peu plus de tronçonneuses et de rouler plus vite sur l'autoroute. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent qu'ils auraient voulu passer plus de temps avec leur famille, avec leurs amis, passer plus de temps à faire du sport, aller voir. C'est ça qu'ils disent en fait. Donc maintenant, il faut qu'on mette une économie au service de l'essentiel. Et donc, c'est bien ça notre enjeu. Et pour ça, il va falloir qu'on réenchante en fait cette économie au service de l'essentiel. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors Elsa, je ne sais pas si tu te sens de rebondir sur ça, mais je pense que... C'est très clair. Ok. Ça évoque beaucoup de choses. J'aimerais bien pour peut-être une dernière question, un étudiant, s'il y en a qui est partant, parce que là on voit que pour faire toute cette économie de la fonctionnalité, pour mettre en place tout ce dont tu as parlé Fabrice, il faut qu'on se motive tous, ces étudiants, à penser comme ça, à concevoir, mais pas que les ingénieurs, comme on vient de le voir. Il faut repenser des modèles...
Exactement. On a besoin dans les entreprises maintenant d'avoir tous les profils. Des ingénieurs, parce qu'on aura besoin de techniques, bien sûr, techniques ultra low-tech, frugales, réparables. Mais la low-tech à haut niveau, ça peut être très compliqué à mettre en place. Hein. Mais on aura aussi besoin de plus de sciences sociales. Donc on en recrute, nous, hein, si ça vous intéresse. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Donc je ne sais pas s'il y a un étudiant qui veut poser une question, ou une étudiante, évidemment. J'arrive. Et ensuite, je ferai une petite conclusion avant qu'on passe au temps suivant, qui sera tout aussi intéressant, vous en faites pas. Du coup, moi, c'est Arthur, je suis en école d'ingénieur, donc encore un ingénieur, dommage. Mais non, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait changer ceux qui n'ont pas envie de changer? C'est-à-dire qu'on a parlé un peu de décroissance, enfin, on a abordé les sujets. Mais il y a des entreprises qui ont un business model qui repose sur le bénéfice, qui ont des actionnaires qui ont envie d'avoir des dividendes. Du coup, comment on fait changer ces personnes-là? Surtout ceux qui ont des activités intrinsèquement mauvaises dans le sens énergie fossile, aviation, ce qu'on connaît bien. Pas commode. Alors, pour vous faire gagner un peu de temps, je peux vous dire que la conférence d'après va donner beaucoup de solutions. Mais je vous laisse quand même répondre à ce gros morceau. Non mais, vous savez, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Ce qu'on dit, nous, avec Céline, dans le livre, c'est que moi, c'est comme ça que j'agis dans ma propre entreprise. Hein. Et puis, je travaille avec beaucoup d'autres entreprises. Et je suis bien d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne pensent pas encore comme ce qu'on vient de se dire cet après-midi-là. Et je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans une logique d'affrontement, j'ai raison, t'as tort, on ne va pas y arriver comme ça, parce que d'abord on n'a pas le temps. Hein, vous savez, c'est la loi de Brandolini. Vous connaissez la loi de Brandolini, hein, il faut 10 secondes pour sortir une connerie, mais il faut 1h30 ensuite pour expliquer pourquoi ce que le gars d'en face a dit comme connerie. Et pourquoi il y a encore des entreprises écocides et pourquoi il y a encore des discours de cette nature? C'est parce que la cupidité, la stupidité et l'incompétence, c'est encore la chose la mieux répartie dans le monde. Hein. Et que les écoles aussi ont beaucoup failli à enseigner aux jeunes et aux moins jeunes des choses qui sont fausses. Donc, alors après, on va pas rechercher tout de suite les responsabilités de ceux qui sont les plus fautifs dans le drame qu'on est en train de vivre, parce que c'est un vrai drame qui est en train de se passer. Hein. Je pense que c'est trop tard. Il y aura certainement un jour le Nuremberg du climat, hein, où on ira juger les irresponsables qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Mais votre question, c'était pas ça. C'est comment on fait? Ben, vous savez, moi, j'utilise une technique qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ne travaille pas avec les cyniques et avec les idiots de cette nature. Je ne travaille pas avec eux, je leur parle même pas. Parce que la bonne nouvelle, c'est que des gens qui ont envie de faire autrement, je vous promets qu'il y en a plein. Il y en a plein. Et moi, dans mon entreprise, il y en a des dizaines de milliers. Moi, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés sur mon compte LinkedIn et beaucoup de collaborateurs du groupe qui sont pères de famille ou mères de famille, qui sont des simples citoyens engagés, qui ont envie de créer de la valeur sans détruire le vivant, qui sont hyper motivés. Ben, c'est avec cela qu'il faut travailler. Et j'ai la faiblesse de penser que, comme je dis souvent, c'est un rang entraîne le banc. Hein. Lorsqu'on aura suffisamment de petites initiatives qui vont se fédérer, comme la Convention des entreprises pour le climat l'a montré, et quand on aura des exemples concrets qu'on peut créer la valeur autrement, eh bien on va pouvoir entraîner tous nos écosystèmes qui sont autour de nous. Et parce qu'il y a une théorie, alors je ne sais pas si elle est vraie, mais j'espère qu'elle est vraie, qui montre qu'on n'a pas besoin de convaincre 100% des gens pour que ça change. On a besoin de convaincre 5 à 10% des gens pour qu'ensuite tout le monde change. C'est la théorie de la Ola. D'ailleurs, on utilise cette métaphore dans le livre avec Céline. Rappelez-vous, en 1951, dans un stade de baseball aux États-Unis, où il y avait quelques étudiants, hein, c'était des étudiants qui ont pris comme pari fou de faire lever tout le stade sous forme de la Ola comme vous connaissez aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de sono, etc. C'était simplement en essayant de persuader leur voisin immédiat et demander à leur voisin de persuader le voisin d'à côté de se lever au moment où tout le monde se levait. Ils ont essayé 50, 60 fois, ça bien sûr, ça n'a pas marché.
et puis à la xème fois, tout le stade s'est levé. Eh bien, soyez les initiateurs de vos holas dans vos sphères d'influence. Voilà ce qu'il faut faire. Et Elsa, donc, comment tu peux peut-être parler on fait du teasing pour demain. Comment tu fais avec, par exemple, Nota Climat pour emmener les gens à changer ou au quotidien dans l'entreprise? Effectivement, avec Nota Climat, donc c'est une application type un peu Yuka du climat où on a décrypté les trajectoires climatiques des entreprises qu'on a comparées aux recommandations du GIEC pour savoir dans quelle trajectoire ils s'inséraient. Donc en fait, on le voit par secteur, quelle entreprise est plutôt en bonne voie et plutôt sur une bonne trajectoire ou pas. Et enfin, c'est tout simplement un exemple pour montrer qu'en fait, il y a un impact qui peut être réputationnel, ça peut toucher les consommateurs, les talents, et c'est un point de pression aussi sur lequel on peut appuyer. C'est un signal fort qu'on envoie aux entreprises qui vont devoir se transformer, peut-être de façon très cynique parce qu'on est exposé par rapport à nos pairs et qu'on est moins bon et qu'il y a un risque d'exposition de notre chiffre d'affaires, tout simplement au début. Et c'est là ce que tu dis, Fabrice, tout simplement de ne pas se faire sortir des partenaires de Bouygues parce qu'en fait, on ne veut pas agir. Donc il y a plusieurs points de pression à faire changer ceux qui ne veulent pas changer. Mais après, comme tu dis, l'essentiel, il y en a déjà assez qui veulent changer. Accompagnons-les déjà. Et en fait, le reste, comme je disais tout à l'heure, ils vont se faire sortir en fait par les limites physiques, par les limites citoyennes, par la réputation. C'est pas plus compliqué que ça. La sélection naturelle. Exact. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc pour moi, j'avais une dernière question pour vous. C'est une COP3 étudiante, même si elle est ouverte à tous, mais on veut quand même fédérer tous les acteurs en synergie autour des étudiants et des étudiantes. Quel conseil vous donneriez justement à un jeune aujourd'hui ça peut être sur son avenir professionnel, associatif, dans sa vie. Un dernier mot de la fin que vous adressez à tous les jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent. J'y vais. Un dernier mot de la fin. Déjà, bravo, parce que, comme je disais tout à l'heure, cet événement, moi, quand j'étais étudiante, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, ça n'existait pas. Et on ne se posait pas cette question. Il n'y avait pas de question de repenser ce modèle ou vraiment très marginal. Donc ça évolue. Mon conseil, c'est en fait il y a tellement besoin de talent pour ce challenge, comme je disais tout à l'heure, qui est le plus gros challenge qu'on a affronté, honnêtement, jusqu'à la fin de notre vie. Et il y a de quoi faire. Il y a des jobs qui sont... il y a des signaux déjà un peu forts, même des offres de jobs, des intitulés que j'avais jamais vus avant, dans l'agriculture régénératrice, par exemple. C'est assez formidable, toutes les opportunités qu'il y a. Et donc, c'est effectivement anxiogène. Je suis la première à être éco-anxieuse à ce sujet. Peut-être moi, mon mot de la fin, c'est OK, soyons éco-anxieux, mais soyons enthousiastes de se dire qu'on va participer à relever ce défi. Et voilà, exploitons nos têtes bien faites, si je puis dire, pour essayer de sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder de notre planète et de notre humanité. Bien dit. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la sincérité triomphe de tout. Donc, je pense que c'est important dans ce type de démarche d'être sincère, d'incarner vraiment ce qu'on dit, ce qu'on veut. Donc, l'exemplarité, bien sûr. Il n'y a pas deux façons d'influencer. S'il n'y en a qu'une, c'est d'être exemplaire. Donc, exemplaire, ça veut dire dans nos comportements de consommation, d'achat, de vie. Dès qu'on prône ce genre de valeurs-là, il faut être à peu près aligné, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est le premier levier. Deuxième, c'est... Moi, je dis souvent dans la vie, c'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait que ce que l'on sait. Donc, à partir du moment où vous avez compris des choses sur les limites planétaires, sur les nouveaux modèles d'affaires, parce que, in fine, derrière, au-delà de la philosophie générale, c'est comment on arrive à survivre en moins sans impact. Donc, comment on arrive à mettre en place concrètement, comment on arrive à implémenter ces nouveaux modèles. Et moi, la recommandation que je voudrais vous faire, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et on sait que encore dans les années qui viennent, hélas,
il va falloir qu'on fasse preuve de pédagogie. C'est pour ça que je suis là en fait aujourd'hui. Et de pédagogie, ça veut dire qu'il va falloir expliquer sans être trop militant, parce que ça en agace certains. Mais il va falloir expliquer, donner envie d'avoir envie, comme disait Johnny, pour qu'on puisse faire évoluer les mentalités sans forcément culpabiliser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, alors moi pendant des années on m'a dit qu'il fallait consommer, qu'il fallait, voilà, et puis maintenant on me dit, bah, il faut moins consommer, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut aussi rassurer, et donc apprenez à bien expliquer ces sujets qui sont complexes, donner des exemples, montrer les pionniers, montrer la réussite des pionniers, si vous en avez dans votre écosystème à vous, là. Et puis, soyez sincères. Franchement, soyez sincères. On ne peut pas attaquer les gens qui sont sincères. C'est pas possible. La passion triomphe de tout. Et je me permets de parler au nom d'Inès. Quand je l'ai découverte, la conclusion de sa table ronde, c'était de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Parce qu'on oublie souvent de réenchanter notre quotidien. On aime souvent voir les problèmes, on ne prend pas de plaisir dans l'action, dans les processus, et d'apaiser les relations entre les uns et les autres. Et ça fait un peu bisounours, mais comme on a dit, il faut mettre tout ça dans... C'est ça notre thème, c'est pour ça que nous on s'est battu pour organiser cet événement, qu'on va continuer à se battre pour la suite, et on espère d'ici quelques mois, quelques années, fédérer tous les étudiants autour de ce beau projet. Donc, et bravo à toi, c'est bien, merci, bravo.